Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Comme il fallait s'y attendre, le comité exécutif de l'association sportive Club a présenté ses condoléances aux familles des victimes du débordement lors du match de dimanche dernier contre le tout-puissant Mazembe au stade Père Raphaël de Lakétul. Réaménagement de la route Kinshasa-Matadi, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a passé en revue certains aspects du projet accompagné des gouverneurs de la capitale et de la province portuaire. Augustin Matata Ponyo a pris le bâton de pèlerin pour le Golfe où il participe à une conférence internationale sur l'éducation, la science et la culture. Des assises tenues en vue d'évaluer le parcours effectué dans le cadre de la politique éducation pour tous. La rencontre à laquelle participe le Premier ministre se tient au sultanat d'Oman à Mascate où il est arrivé hier. La réunion va débattre de l'évaluation de la politique universelle de formation accessible au plus grand nombre afin de préparer l'avenir en connaissance des causes. Les objectifs du millénaire pour le développement passent par là aussi. Le monde politique, scientifique et la société civile se dirigent ces derniers jours en direction des sultanats d'Oman au Moyen-Orient. À Mascate, la capitale de ces pays pétroliers, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, organise du 12 au 14 mai 2014 la réunion mondiale sur l'éducation pour tous. L'objectif majeur de cette rencontre est de procéder à une évaluation critique des progrès accomplis pour la réalisation des LPT en s'appuyant sur le rapport mondial et des rapports régionaux concernant justement l'éducation pour tous et de convenir de mesures de suivi concrètes. L'invité d'honneur de cette réunion est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, dont le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre la vision du président Joseph Kabila, tournée notamment vers le développement du secteur de l'éducation. En effet, le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires à partir du fonds public reste une belle expérience que Matata Ponyo Mapon devra partager dès mardi prochain avec des organismes bilatéraux, ceux de l'ONU, y compris des instituts et fondations de recherche, signalant que grâce notamment à une gestion saine de finances publiques sous le leadership du président de la République Joseph Kabila, le gouvernement congolais a acquis la capacité de financer la construction des 1000 écoles chaque année. Tout au long de la réunion des hauts représentants tenue ce lundi 12 mai, les voix se sont levées pour que le budget à consacrer à l'éducation se situe à 20%. Les réformes fiscales, les renforcements des capacités des enseignants tout comme les motivations qui les conviennent ont été abordés. Les défis sont majeurs car 40% des jeunes sont analphabètes, 3 700 000 enseignants et 180 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire. Il n'y a pas de développement sans éducation, croit le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mango Famba, présent à cette rencontre de haut niveau. Éducation à l'échelle universelle, éducation au plan national, l'épreuve de l'examen d'État édition 2014 s'ouvre déjà demain, du moins par la dissertation qui intervient en hors-session. Dans des écoles, c'est la fièvre des préparations qui s'empare des finalistes et qui ne perdent pas du tout espoir, à l'image de ceux du complexe scolaire Samuel Lévy. 2 jours avant le déroulement de la dissertation à travers le pays, les finalistes des humanités font des simulations. Les écoles organisent de pré-jurys pour préparer les élèves à affronter les épreuves proprement dites de hors-session. C'est sur base des items des années précédentes que se font les exercices. Nous avons eu une chance exceptionnelle de pouvoir glaner et constituer de banques de données. C'est depuis 1986, les items de 1986 que nous sommes en train d'utiliser jusqu'à nos jours. Et nous avons suffisamment le temps de pouvoir aborder les différents sujets qui avaient été traités depuis 1986. Pour les corrections, nous faisons passer ces différents textes par 3 correcteurs qui sont 2 enseignants de l'école et un enseignant que nous prenons à l'extérieur de l'école. Comme ça, nous savons évaluer le travail fait à l'école et l'expertise qui vient aussi de l'extérieur. Au même moment, les cours de base sont renforcés selon les filières. Les finalistes ont présent à l'esprit les pratiques qui suivent la dissertation. Ils se préparent à tout.
Nous faisons quelques exercices de dissertation que nous faisons en classe et que nous remettons au prof qui va corriger et qui après va nous rendre les codes que nous allons ensuite corriger encore ensemble. Déjà, j'ai passé une épreuve de dissertation ici à l'école et j'ai reçu la meilleure cote. Donc je suis sûre que je pourrai bien passer cette épreuve. Ça me rassure parce que je me suis préparé durant toute l'année avec mon professeur, mon prof de français. On a passé quelques épreuves avant l'épreuve finale et je me débrouille, disons, très bien. Rien ne sert à courir, les prérequis joueront sûrement pour la réussite. Le paysage politique a connu une relative mutation hier à travers la démission de Justin Bitakwira à la présidence du groupe parlementaire pour la nation congolaise et alliée. Dans sa déclaration, le député du Sud Kivu motive son acte par des convenances personnelles et reste membre du parti de Vital Kamerhe. Un remue-ménage politique qui surgit alors que le processus électoral suit son cours normal, selon Martin Kobler, qui s'est rendu hier au siège de la Commission électorale nationale indépendante, réaffirmer le soutien de la MONUSCO au processus. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC se débat pour que les élections se déroulent dans la transparence. Pour s'assurer d'un bon déroulement des élections en RDC, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a visité les installations de la Commission électorale nationale indépendante. Martin Kobler a échangé avec l'ensemble du personnel de la CENI sur le processus électoral, tout en réitérant le soutien de son institution au processus électoral en RDC. J'ai fait clair aux membres de la CENI que les élections, c'est une chose de souveraineté nationale. On respecte ça. Mais le soutien technique, le soutien logistique est très très important. Nous sommes ici de vous soutenir, de vous assister avec la communauté internationale. Pour le numéro 1 de la MONUSCO, la communauté internationale doit attendre la décision politique des autorités congolaises sur le mode de gestion électorale. C'est une chose qui doit être décidée, les lois dans le Parlement, et nous, de la communauté internationale, nous attendons ces décisions. Ces décisions politiques doivent être prises par le Parlement et par les autorités congolaises. Le patron de la mission onusienne en République démocratique du Congo invite une fois de plus la CENI au respect du processus électoral en cours. Processus électoral, toujours un communiqué de presse nous provient de la Commission électorale nationale indépendante et informe les partis politiques régulièrement enregistrés en RDC que conformément au protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la CENI et les partis politiques, la réunion trimestrielle se tiendra le vendredi 16 mai 2014 à 9h précise dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La Commission électorale nationale indépendante rappelle aux partis politiques en prévision des activités électorales programmées. Les opérations ci-après se poursuivent à la maison des élections située à l'immeuble ex-Kinmazière dans la commune de Lagombe. L'accréditation des mandataires des partis politiques, signature du code de bonne conduite des partis politiques et la signature du protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la CENI et les partis politiques. La présence de tous les mandataires des partis politiques qui sont de droit membres du comité de liaison est vivement souhaitée. L'Afrique se veut porteuse d'un ambitieux programme de développement rural par le biais de l'accroissement de la production agricole. C'est ainsi que les différents projets financés par le Fonds international de développement agricole font l'objet d'un forum régional qui se tient depuis hier à Kinshasa. Julie Sefou. L'agriculture familiale et l'agro-industrie sont un remède de la réduction de la pauvreté en Afrique. Credo de l'Agence du développement rural de l'ONU. Pour examiner les enseignements tirés des projets financés par le Fonds international de développement agricole, Kinshasa accueille le 8e forum régional de mise en œuvre de projets agriculture familiale et développement de l'agro-industrie, enjeux et perspectives. Thème minutieux choisi par le gouvernement congolais, initiateur de la rencontre, une première dans la sous-région. Les questions de valorisation de la production agricole, ainsi que l'intégration des producteurs dans une chaîne de valeur commence à se poser avec plus d'acuité pour les paysans et pour le gouvernement. Cette kermesse de partage et d'expérience qui réunit plus de 300 participants de 25 pays est une réaffirmation de la place de la RDC, mais aussi une opportunité de négociation.
L'occasion pour le ministre congolais de l'Agriculture d'énumérer des projets existants comme le Papakin. Nous avons le Papakin, qui est le projet d'approvisionnement de la ville de Kinshasa à produits vivriers. C'est un projet qui va couvrir essentiellement le Bas-Congo. On a une antenne à Bazangungu et le Bandundu avec une antenne à Kikwit et l'Interland de la ville de Kinshasa où nous mènerons un certain nombre d'activités de maraîchage, etc. Ce sont des projets quasiment intégrés qui vont de la production agricole jusqu'à l'aménagement de routes de recettes agricoles et à la mise à place de quelques infrastructures socio-économiques. Nous devons veiller également à l'agriculture familiale, surtout quand nous sommes convaincus qu'il n'y a pas encore de structures socio-économiques pouvant absorber les gens. 2014, année de l'agriculture, le FIDA qui appuie ce 8e forum ne change pas de cap. Notre vision repose sur le développement durable d'une agriculture familiale rentable, soucieuse de l'environnement. Pour ce faire, le projet cofinancé par le FIDA appuie la professionnalisation des petits producteurs et de leur organisation. L'accès aux facteurs de production, technologies appropriées et au financement, notamment les femmes et les jeunes, leur intégration dans les chaînes de valeur pour un meilleur accès au marché et enfin le développement de partenariats inclusifs public-privé dont l'agroécologie. Infrastructure, le ministre Fridolin Kassuchi a présidé hier une séance d'évaluation de la concession de la route Kinshasa-Matadi. Il s'est entouré pour la circonstance des gouverneurs du Bas-Congo et de Kinshasa, avec qui ils ont échangé sur les recommandations issues des travaux d'experts de différentes parties prenantes à cette concession. Après l'analyse et l'évaluation par les experts de la partie concédante et de l'agence de surveillance de cette concession de la route Kinshasa-Matadi, l'heure était venue pour Fridolin Kassuchi, Jacques Mbadou et André Kimbuta d'acter par une signature les recommandations qui découlent de ces consultations afin d'en améliorer la gouvernance. Parmi les recommandations, les participants proposent notamment plus de contrôle, une implication des banques à chaque poste de péage et de paysage pour la perception des recettes et la suppression des exonérations pour ce qui est du paysage. Jacques Mbadou, gouverneur du Bas-Congo, entrevoit des jours meilleurs pour cette route. C'est l'amélioration du trafic sur la nationale numéro 1, Matadi-Kinshasa, ainsi que la maximisation des recettes de péage. Il y aura bel et bien dans les jours à venir des grands changements dans la gestion de cette route, assure à son tour le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta. Donc nous allons redynamiser la structure qui est chargée de collecter cette taxe, faire des travaux pour que la population qui est le plus grand bénéficiaire de tout ce que nous venons de dire ici soit contente. Pour qu'une route concédée soit rentable, 15 000 passages de véhicules par jour est le seuil minimum. La route Kinshasa-Matadi atteint à peine 2 000 passages le jour, situation qui interpelle le ministre Kassuchi. C'est fait que l'on soit déjà dans une figure où la rentabilité économique est très faible et n'est pas pratiquement garantie. Nous devons avoir la rigueur dans la gestion. Et dans cet esprit, nous avons tenu à nous concerter pour fédérer nos énergies, nos intelligences et améliorer ce qui est fait aujourd'hui. Outre cette démarche, une plus grande productivité de la population est également à souhaiter. En matière du commerce transfrontalier, la Direction générale des douanes et assises a profité de l'occasion du passage d'une délégation de la douane angolaise en RDC pour visiter le poste douanier de Lufu dans les Bas-Congo, appelé à juguler la fraude entre la RDC et l'Angola. La visite de travail à Kinshasa de la délégation douanière de l'Angola est allée au-delà de la capitale de la RDC. Les deux délégations, angolaises et congolaises, ont ensemble fait une visite d'inspection dans certains sites jugés importants du trafic des marchandises entre la RDC et l'Angola. L'inspection les a conduits à Lufu, un marché situé à la frontière entre les deux pays, marché les plus en vue pour l'heure. Bien avant leur descente à Lufu, les délégations se sont entretenues avec les autorités de la province du Bas-Congo. Nous sommes intéressés à voir comment fonctionne faire un état des lieux sur ces services-là. Aussi,
Loufou, un grand milieu d'affaires est tout de même un motif de plainte par les commerçants. Deux choses, l'état défectueux de route et la douane exorbitante. Nous rencontrons beaucoup de difficultés ces derniers temps. Les produits que nous achetons en provenance de Luanda ne nous rapportent aucun bénéfice suite aux prix élevés de la douane. C'est bien de payer la douane, mais le prix doit être à la portée de tout le monde. Nous dépensons beaucoup d'argent à la douane pour nos marchandises. En retour, nous ne gagnons rien du tout comme bénéfice. À l'issue de la visite de la délégation douanière angolaise en RDC, un accord d'assistance mutuelle administrative a été signé entre les deux administrations douanières afin de relever quelques défis qui s'observent dans l'environnement du trafic aux différents postes frontaliers entre les deux pays. Depuis plusieurs mois, les autorités de la ville-province de Kinshasa, par l'entremise de la commission sectorielle sur l'ordre public, ont pris des dispositions pour réduire suffisamment les tapages diurnes et nocturnes dans la capitale. Une décision qui souffre pour sa mise en application. Des bars et surtout des églises qui fleurissent dans la capitale ne cessent d'émettre des sons nuisibles pour la tranquillité des habitants. Situation qui pousse l'évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa à s'expliquer. Oye teli abiso église to kutana kina gouverneur ya ville Kinshasa oyo na koyo koloba que zamba pambule mingi pona sagesse oyo utilisaki donc na we teli oyo zolo babani to solo laki entre nous que na l'air to zo prier to ko réduire ba volume ya appareil tout ça na yango de façon que l'air tous les prier et déranger ba ton susté donc nous allons tous les en concertation il y a biso ba pasteur na ba envoyé à hôtel de ville c'est pour cela que ceux qui nous allons féliciter André Kimbuta gouverneur na biso c'est parce que lui il a jugé bon il y a quoi associer ba pasteur. Développer les stratégies de l'éradication des enfants dits de la rue, appelé Maïbobo à Goma, c'est l'objectif de la rencontre d'hier entre le maire de la ville de Goma et les acteurs humanitaires nationaux et internationaux qui interviennent dans la protection des droits des enfants au Nord Kivu. Ceci avant de passer à la seconde étape consistant à utiliser la force de la police pour les contraindre à quitter les rues de la ville touristique. Ils étaient tous réunis autour du maire de la ville de Goma. Les acteurs humanitaires intervenant dans la protection des enfants œuvrant à Goma. À l'issue de cette rencontre, il a été mis en place un cadre pour la conception des projets d'éradication de ces enfants dits de la rue, appelés Maïbobo, à Goma. Nanson Koubouyandoole est maire de Goma. Avec ces organisations, nous venons de monter un cadre, un comité ad hoc qui va concevoir un projet compte tenu des stratégies d'éradication des enfants de la rue. Après un mois, c'est-à-dire le 12 juin 2014, le comité ainsi créé va nous présenter un projet et ce projet, nous allons le présenter et au gouvernement de la République et au gouvernement provincial et aux partenaires internationaux, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, pour que rapidement nous puissions stratégiquement et tout en respectant les droits de l'homme et spécifiquement les droits des enfants, éradiquer ces phénomènes d'enfants de la rue parce que trop c'est trop. Le maire de Goma tient mordicus à débarrasser sa ville de tous ces enfants de la rue. Nous voulons exploiter toutes les pistes. La force de la loi, la police qui nous a été donnée, mais aussi éviter qu'il n'y ait pas de violations des droits de l'homme et de dérapages dans notre action. Pour ceux-là qui soutiennent l'aspect du droit, nous venons de laisser un mois. Et c'est un mois pour nous, c'est pour la conception du projet. Après ces un mois, s'il n'y a rien de concret qui est sorti dans la réflexion des juristes et des acteurs internationaux et locaux en matière de protection des droits de l'enfant, eh bien, nous appliquerons la rigueur et même là, nous serons couverts parce que nous orienterons les enfants vers les instances judiciaires.
officielle pour que de là, des solutions soient trouvées. Du jour au jour, des enfants en rupture familiale envahissent les rues de Goma et se transforment en bandits en insécurisant plus d'un dans certains quartiers de la ville. Le cas de Mapendo, Katindo 2 et les volcans où à partir de 18h, personne n'a le droit de se promener suite aux tracasseries de ces maïbobos. Coup d'œil sur la presse parue ce matin à travers les lignes dans une messe pour l'unité de la province de l'Équateur à laquelle a assisté la prospérité. Les évêques appellent à la réouverture de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Ils se sont réunis à l'Assemblée épiscopale statutaire du 2 au 5 mai 2014 à Bikoro. Au terme de cette assemblée, ils ont estimé nécessaire de s'exprimer, il faut le dire, sur la situation actuelle de leur province au regard des derniers événements relatifs à la suspension des activités de l'Assemblée provinciale par le gouvernement central. Dans une déclaration signée par l'archevêque de Mbandaka, Bikoro, Monseigneur Joseph Nkumondala Mbimba et les évêques de Lissala, Lolo Basankousou, Bokungu, Ikela et Boudjala, les pasteurs de l'église catholique de ce coin sollicitent la réouverture des activités de l'Assemblée provinciale de leur chère province. Marie-Laure Kawanda est perçue par Africa News comme engagée à œuvrer pour le changement. Elle a désormais son propre parti politique, c'est l'Alliance des Patriotes Lumumbistes. Le samedi dernier, elle a procédé à sa sortie officielle à son siège situé à la 10e rue Limete à Kinshasa. La ministre honoraire des Transports a indiqué que ce nouveau parti politique s'engage à œuvrer pour le changement et le bien-être du peuple congolais, ainsi que pour le développement durable. À l'en croire, l'APL défend la vraie vision et les idéaux de Patrice Emery Lumumba dans le but de bâtir un État prospère où il fait beau vivre. Sport à présent, la coordination de l'association sportive Vœux Club a tenu à compatir avec les familles des victimes de la rencontre avec le Mazembe du dimanche 11 mai au stade Père Raphaël de Lakétul. Denis Kambaye a présenté les condoléances au nom de toute la famille vert et noir, de la direction du club et de tous les amateurs du football. Après l'évaluation des incidents survenus lors de la rencontre des playoffs entre l'association sportive Vœux Club et les tout-puissants Mazembe par la cellule de crise des services concernés autour du ministre de l'Intérieur, les dirigeants des Vœux Club ont tenu à leur tour aussi de faire le point sur ces tristes événements qui a coûté la vie à 15 personnes. Dans leur communiqué final, ils pointent du doigt sans embâche les organisateurs de ce derby. Après la visite des installations du stade Tata Raphaël, les comités de coordination constatent qu'il n'y a pas eu l'écroulement du mur du stade qui serait la cause de l'accident qui a causé 15 morts dans notre famille. Les comités de coordination déplorent ce qui est arrivé et qu'il impute à charge de l'organisateur qui, pour lui, n'a pas assumé toute sa responsabilité comme il le fallait. Pour manifester leur compassion avec les familles éplorées, ils promettent d'apporter leur assistance. Les comités de coordination qui a pris soin de visiter les corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo présentent ses condoléances à toutes les familles biologiques des victimes ainsi qu'à tous les sportifs kinois et s'engagent de participer aux divers frais à côté de l'autorité provinciale de Kinshasa qui s'est engagée à prendre en charge les obsèques. Retenons que le vert et noir de la capitale entre en lice le dimanche prochain dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions de la CAF face à Zamalek d'Égypte. Le nouveau comité de l'Institut national de préparation professionnelle a pris officiellement ses fonctions. Pour rappel, l'ordonnance présidentielle avait reconduit Maurice Chikouya comme directeur général. Cet adepte de la révolution de la modernité envisage d'inaugurer en septembre prochain le nouveau bâtiment ultra-moderne de l'INPP. Retour sur l'installation de ce comité de 5 personnes, dont une femme avec Mamina Massengo. Avec lui, l'Institut national de préparation professionnelle a dit adieu au cycle d'arriérés des salaires qui allait même à 10 voire 49 mois. Ce n'est pas tout, son bilan, c'est aussi la modernisation des infrastructures appuyées par le Japon et la France. Partout dans les provinces, les chantiers poussent. Et à Kinshasa, par exemple, un bâtiment ultramoderne sera inauguré dans 4 mois.
Pour les patrons de l'INPP, la clé de la création des emplois, c'est la qualification professionnelle. Il me semble que le moment n'est pas au discours, mais plus au travail. Au travail, pourquoi? Parce que nous avons une mission importante à accomplir. Vous savez que nous dépendons du ministère de l'Emploi. Qui dit emploi, dit réduction de la pauvreté. Mais on ne peut pas réduire la pauvreté si on ne sait pas accéder à l'emploi. Et pour accéder à l'emploi, il y a une seule condition qu'il faut respecter, c'est la qualification professionnelle. L'objet d'être de l'INPP, le développement des compétences de toute la nation et de la population active. Voilà pourquoi nous, INPP, nous nous engageons à casser aujourd'hui ce cercle vicieux de notre économie congolaise, où nous nous retrouvons avec un faible niveau de compétences, un faible niveau de productivité et un faible niveau de gains de productivité. L'année dernière, 32 000 personnes ont suivi une formation à l'INPP. Le nouveau conseil d'administration compte 5 membres et l'adjointe du directeur général est une femme, Claudine Douzinkembe. La prise de fonctions s'est déroulée en présence du ministre du Travail, Bahati Lukwebo. Nous allons boucler cette édition du journal par cette promesse de cœur de Vodacom Congo en faveur des expulsés de Brazzaville. La société de télécommunications se propose de les assister étant donné l'ampleur de besoins qui se font sentir. Vodacom Congo continue à soutenir les Congolais en situation difficile. Après la campagne Alerte Rouge pour les enfants et femmes de l'Est de la RDC, cette société de télécommunications vient appuyer le gouvernement de Kinshasa à prendre en charge les compatriotes en provenance de Brazzaville. Sa délégation s'est rendue à l'hôtel de ville offrir son aide. Vodacom a mobilisé un peu de moyens pour assister tant soit que peu, pour donner un peu de pain, une sardine, un peu d'eau à environ 1500 déplacés pendant une semaine. Pour donner la communication, pendant 2 semaines, on va mettre en place une cabine publique, 5 cabines publiques, et chaque personne, on va lui allouer à peu près 5 minutes pour leur permettre, par-ci par-là, d'essayer un peu d'entrer en contact avec les membres de la famille. Estimé à plus de 100 000, ces expulsés pourront, en plus du soutien des partenaires, regagner leur province pour ceux qui ne sont pas de Kinshasa. Prendre en charge ces 202 000 personnes, ce n'est pas une chose facile. Nous avons lancé l'appel comme ça, voilà que Vodacom a répondu au nom des Kinoises et des Kinois. Je dis grand merci à Vodacom. Nous rassurons la population que nos frères qui reviennent de Brazza sont réellement pris en charge. Ceux devant Congo repartent, ceux devant Dundu également. Les Kinois restent chez eux. Il n'y a que nos frères de l'Équateur dont l'évacuation va commencer dès demain. Une fois de plus, Vodacom vient de poser un grand geste de solidarité dans le cadre de ses actions sociales en faveur de la population congolaise. Voilà, fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.bone-tv.com.